Le 26 avril 2016, la catastrophe nucléaire de Tchernobyl fêtait ses 30 ans. Il s'agissait de l'un des plus graves accidents industriels nucléaires jamais enregistrés, classé niveau 7 sur l'échelle INES, l'acronyme pour International Nuclear Event Scale, l'échelle internationale des événements nucléaires qui est graduée de 0 à 7. À l'époque, et ce malgré un autre incident majeur survenu en 1979 à la centrale de 3 Miles Island aux USA, classée seulement niveau 5 sur l'échelle INES, les spécialistes estimaient que les probabilités de fusion d'un réacteur de centrale nucléaire étaient de 1 fois tous les 20 000 ans. On aurait pu croire que l'humanité allait profiter sereinement de la fée nucléaire pendant les 20 000 prochaines années. Mais non. C'était sans compter l'accident de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi en mars 2011, conséquence du plus grand séisme enregistré jusqu'alors au Japon, et d'un tsunami libérant des vagues de plus de 30 mètres par endroit et parcourant jusqu'à 30 km à l'intérieur des terres. Cet accident fut crédité de la note de 7 sur l'échelle INES, tout comme Tchernobyl, 25 ans plus tôt. J'avais 15 ans en 1986 lors de la catastrophe de Tchernobyl et 40 pour celui de Fukushima. Il semblerait que les spécialistes et les promoteurs de l'énergie nucléaire n'avaient pas prévu qu'une seule génération d'humains pourrait assister de son vivant à 2 accidents nucléaires impliquant un total de 4 réacteurs. En ce moment, il y a plus de 430 réacteurs nucléaires en fonctionnement dans le monde. Faut-il se poser des questions sur notre avenir? Mais pas d'inquiétude, braves gens, je ne vais pas du tout vous parler de ça. Non, je vais plutôt vous présenter une mini-série Marvel mettant en scène 2 membres de l'équipe des X-Men et publiée en France sous le titre Serval et Havok, échec nucléaire. Et quel rapport avec Tchernobyl, me direz-vous? Eh bien, il se trouve que les méchants de l'histoire, le professeur Neutron et le général Meltdown, sont présentés pendant les 14 premières pages du comics, comme les instigateurs secrets de la catastrophe de Tchernobyl. Mais quel rapport avec les X-Men, me direz-vous? Bougez pas, ça arrive. Serval et Havok, échec nucléaire, est une mini-série de 4 comics de 48 pages chacun, créée à 8 mains par 4 auteurs, 2 scénaristes, 2 dessinateurs. Ce qui nous fait 69. Les 2 scénaristes sont en fait un couple, Walter et Louis Simonson. Et puisque je ne suis pas sexiste, je vais commencer par le mari. Walter, ou Walt Simonson, est né le 2 septembre 1946 à Knoxville, dans le Tennessee. Il sort diplômé de la Rhode Island School of Design en 1972, et grâce à un ami qui travaille pour DC Comics, il présente ses travaux aux éditeurs de l'époque. Joe Orlando, Julius Schwartz, Carmine Infantino et Archie Goodwin, qui finissent par tous lui donner du boulot. Parallèlement à ça, il présente sa BD de fin d'études Star Slammers à la World Science Fiction Convention à Washington en 1974. Mais son premier travail qui le fait connaître est une backstory de 8 pages dans Detective Comics 437, ressuscitant un personnage des années 40, le Manhunter. Durant les années 70, son trait dynamique sous influence de Jill Kane, Kirby ou Mobius se distingue sur des séries comme Metal Man et des adaptations cinéma comme Alien ou Star Wars, et aussi télé avec Battlestar Galactica, la série de 1978 avec Dirk Benedict et Richard Hatch. Dans les années 80, il réalise ses travaux les plus connus et reconnus, comme le stupéfiant crossover intercompagnie entre les Teen Titans de DC Comics et les X-Men de Marvel, ainsi que ses longs runs sur les séries Marvel X-Factor, qui regroupent à l'époque les X-Men des origines avec une Jean Grey ressuscitée, mais aussi Fantastic Four, pour lesquels il réalise scénario et dessin, et surtout Thor, sur lequel il s'impose pendant plus de 4 ans, autant au scénario qu'aux illustrations. Il y crée le personnage de Beta Ray Bill, le remplaçant extraterrestre du dieu du tonnerre, et fait vivre à Thor des aventures mythologiques et spatiales qui vont sérieusement éprouver sa condition divine. À cette occasion, on verra la première apparition d'un Thor arborant la barbe, il était dessiné glabre depuis sa création, pour cacher les cicatrices des blessures infligées par Hela, la déesse asgardienne de la mort. Walter Simonson fera d'ailleurs une apparition dans le film Thor, dont le personnage éponyme incarné par Chris Hemsworth porte lui aussi la barbe, durant un banquet sur Asgard. Il rencontre Louise en 1973, au tout début de sa carrière, et les 2 se marient en 1980. Mais Louis Simonson a une biographie tout aussi remplie. Avant de rencontrer Walter, et bien avant de débuter dans les comics, Louise Alexander se marie en 1966 avec son amour du lycée, le dessinateur Jeff Jones, avec qui elle a une fille, Juliana. Il déménage à New York, où Jeff travaille pour de nombreux éditeurs de comics, dont DC Comics. La première incursion de Louise Jones dans le monde des comics a lieu en 1971 sur la couverture de House of Secrets, datée de juillet. Le dessinateur Bernie Wrightson l'a choisi comme modèle pour représenter la jeune fille blonde derrière qui apparaît, également pour la première fois, la créature du marais. Louise et Jeff Jones se séparent au début des années 70. Elle garde malgré tout le nom de Louise Jones en entrant dans le monde de la bande dessinée. Elle débute sa carrière en tant qu'éditrice pour les revues horrifiques Creepy, Eerie et Vampirella. En 1980, l'année de son mariage avec Walter,
Elle entre chez Marvel en tant qu'éditrice, notamment sur Uncanny X-Men et sur un spin-off des X-Men, les New Mutants, les Nouveaux Mutants en français. On se rapproche du sujet de cette vidéo. D'ailleurs, lorsqu'elle quitte son poste d'éditrice sur New Mutants en 1983, le dessinateur de l'époque, Bill Sienkiewicz, la dessine parmi les convives de la Slumber Party. À la fin de l'année 1983, elle se lance donc dans sa nouvelle carrière de scénariste de comics sous le nom de Louise Simonson, ou Wheezy Simonson. Elle co-crée la série Power Pack, puissance 4 en français, avec l'artiste June Brigman, qu'elle écrira pendant les 40 premiers épisodes. Elle bosse aussi sur plusieurs autres séries comme Web of Spider-Man, notamment, Red Sonja, etc. En 1986, elle reprend le scénario de la série X-Factor au numéro 6, après le départ de Bob Layton. Elle crée, avec le dessinateur Jackson Guice, le personnage d'Apocalypse. Et au numéro 10, elle est rejointe par son mari Walter au dessin. Elle y reste jusqu'au numéro 64, Walter étant parti entre-temps sur la série Fantastic Four. Ensemble, ils auront donné à Angel sa peau bleue et ses ailes en acier façon lame de rasoir et un nouveau nom, Archangel. En 1991, elle écrit pour le dynamique concurrent DC Comics la série Superman The Man of Steel. Elle y reste 8 ans et sera l'une des têtes pensantes avec Roger Stern et Dan Jurgens du grand événement de l'année 1992, la mort de Superman. Et bon là, on s'écarte franchement du sujet. Deuxième paire de ce projet à 8 mains, ce qui nous fait donc 80 doigts. Voici les artistes John J. Muth et Kent Williams, qui sont un peu les instigateurs du projet. John J. Muth est un peintre et illustrateur américain né en 1960 dans l'Ohio. Il a travaillé à la fois pour DC Comics et sa branche adulte, Vertigo, notamment sur The Sandman de Neil Gaiman, Batman Dark Secret, The Mystery Play de Grant Morrison et la 6e incarnation de la créature du marais dans Swamp Thing's Root, mais aussi chez Marvel sur une poignée d'épisodes du Silver Surfer, l'épisode 62 des New Mutants, scénarisé par Louise Simonson d'ailleurs, sa branche adulte, Epic sur Epic Comics et Epic Illustrated, et la mini-série Moonshadow, scénarisée par John Mark DeMatteis. Il a également bossé en tant que scénariste, encreur, coloriste, lettreur, artiste de couverture, bref, un homme aux multiples talents. Passionné par la culture asiatique, le zen, la calligraphie, le tai chi chuan, il s'est orienté vers l'illustration jeunesse à la fin des années 90 en produisant notamment Common Rain, Zen Shorts et Haiku, des livres pour enfants inspirés de la philosophie zen. Kent Williams est également un peintre et illustrateur américain. Il est né en 1962 en Caroline du Nord et a étudié l'art dans le prestigieux Pratt Institute de New York. Il y reviendra en tant que professeur invité. Puis, tout en continuant sa carrière de peintre, il finit par enseigner l'art et la peinture figurative dans plusieurs universités à San Francisco, Greenville, en Caroline du Nord, Valencia, en Californie, puis à l'Art Center College of Design de Pasadena, en Californie. Avant cela, il a lui aussi travaillé pour Epic Illustrated et fait quelques illustrations pour la branche adulte de DC Comics, sur The Sandman, Hellblazer, The Big Book of Urban Legends, entre autres. Il a également collaboré avec le scénariste John Mark DeMatteis sur la mini-série vampirique Blood, A Tale, en 1987, juste avant d'attaquer la BD qui nous intéresse aujourd'hui. Petite anecdote en passant, il a réalisé le roman graphique The Fountain, adapté du script de Darren Aronofsky, avant que ce dernier ne réalise le film. Film qui à l'origine devait être interprété par Cate Blanchett et Brad Pitt, avant que la production ne soit arrêtée. Finalement, la BD The Fountain sortira en 2005 et le film un an plus tard en 2006, avec Rachel Weisz et Hugh Jackman dans les rôles principaux. Ce qui fait que même si les histoires sont similaires, le visuel est tout à fait différent, y compris celui des personnages principaux. Ce qui est amusant, c'est que Hugh Jackman est devenu célèbre en interprétant Wolverine dans les films X-Men. À la sortie du graphic novel The Fountain, il avait déjà fait X-Men 1 et 2. Et Kent Williams, pourtant fan de Wolverine, n'a donc pas eu l'occasion de dessiner l'acteur qui a donné corps à son personnage favori. Coïncidence ? Je ne crois pas. D'autant que vous allez le découvrir par vous-même, le Wolverine dessiné par Kent Williams est légèrement différent de celui interprété par Hugh Jackman dans les films de la saga X-Men. Et pas qu'un peu. Serval et Havok, Échec nucléaire, ou Havok and Wolverine Meltdown, est une mini-série de 200 pages environ découpée en 4 comics, publiée de novembre 1988 à février 1989 chez Epic Comics, et sortie en France chez Comics USA au début de l'année 90 en 4 tomes cartonnés. Et là vous vous dites, pourquoi chez Epic Comics et pas chez Marvel Comics? Et là vous vous dites, c'est quoi Epic Comics? Et c'est qui Serval d'abord? En 1963, après avoir créé les 4 Fantastiques, Hulk, Thor et les Vengeurs, Stan Lee et Jack Kirby
nous font découvrir les X-Men, un groupe de super-héros qui ont la particularité de tirer leurs super-pouvoirs non pas d'une expérience scientifique, d'une origine extraterrestre ou magique, mais d'une mutation génétique. À l'adolescence, au moment de la puberté, leur corps change, mais un peu plus que l'être humain de base. Le mutant Marvel développe ainsi, presque naturellement, des caractéristiques extraordinaires qui font de lui un super-héros ou super-vilain potentiel. Les X-Men, maintenant, tout le monde doit les connaître, avec la pléthore de films depuis plus d'une quinzaine d'années. Donc je vais écourter le sujet. Sachez seulement que dans les premiers comics, l'équipe des X-Men, formée par le professeur Xavier, se composait de Cyclope, Strange Girl, le Fauve, Angel et Iceberg. Et Cyclope est le grand frère de Havok, à l'inverse du film X-Men Apocalypse dans lequel Havok est le frère aîné. Ils ont un pouvoir similaire, celui de projeter des rayons d'énergie. Rouge est par les yeux pour Cyclope, et blanc est par le cul, le torse pour Havok. Alex Summers, alias Havok, fait sa première apparition en 1969 dans X-Men numéro 54. Il découvre ses pouvoirs peu après et entre dans l'équipe des X-Men juste avant l'arrêt de la série en 1970. Au redémarrage de la série, en 1975, il y fera des apparitions sporadiques avant d'intégrer à nouveau l'équipe en 1987 dans Uncanny X-Men numéro 219. Si comme moi vous avez lu Special Strange dans les années 80, le nom de Serval vous évoque tout de suite quelque chose de très familier. Le fameux mutant griffu et énervé des X-Men. En effet, ce nom a été utilisé en VF par l'éditeur Lug, puis Semic jusqu'en 1996 pour le personnage de Wolverine. Fausse bouteille. C'est des champignons ça. Ce personnage a été créé par Len Wein et John Romita et fait sa première apparition en 1974 dans un épisode de Hulk, dessiné par Herb Trimpe. Il est établi qu'il s'agit d'un super-héros travaillant pour le gouvernement canadien. Lorsqu'il est contacté par le professeur Xavier pour rejoindre sa nouvelle équipe des X-Men, il démissionne de son poste d'agent canadien avec perte et fracas. Il sera par la suite l'un des piliers des X-Men, probablement l'un des membres les plus fidèles. Son origine a longtemps été mystérieuse, on ne connaissait que son prénom, Logan. Marvel Comics a lancé la revue Epic Illustrated en 1980 en réponse au contenu plus adulte du magazine Heavy Metal, sorti en 1977, adaptation américaine du métal hurlant français créé par Jean-Pierre Donnet en 1975. Epic Illustrated et Comics proposait des histoires de science-fiction, de fantasy et parfois même de super-héros. Les scénarios et dessins étaient signés par des noms connus de l'industrie comics, mais la narration, les graphismes et les thèmes abordés étaient clairement plus ambitieux que les comics classiques. Il est d'ailleurs possible que cette ouverture des maisons d'édition US dites mainstream, à savoir Marvel et DC Comics, à des contenus plus adultes, plus matures, a peut-être provoqué l'arrivée de cet âge sombre des comics dont je parlais dans les précédentes bibliothèques digestives. D'ailleurs, bien avant les Watchmen d'Alan Moore ou le Dark Knight Returns de Frank Miller, datés tous deux de 1986 et pierre angulaire de cet air grim and gritty, les X-Men ont été les héros d'un graphic novel particulièrement hardcore, totalement sombre, nihiliste et violent, et dont l'impact a été selon moi sous-estimé, le très beau God Loves, Man Kills, Dieu crée, l'homme détruit, publié en 1982, l'année de la création du label Epic Comics, justement. Mais contrairement aux graphic novels de Chris Claremont et Brent Anderson, situés hors continuité de la série classique, l'histoire de cette mini-série se situe bien dans la chronologie canonique des X-Men des revues Marvel. Pour être précis, l'intrigue de cette mini-série se glisse entre Uncanny X-Men numéro 245 et 246 et Wolverine numéro 16 et 17. Pour contextualiser l'histoire, 3 ans auparavant, en 1986, année de la catastrophe de Tchernobyl et de la célébration des 25 ans de Marvel. Coïncidence ? Je ne crois pas. Donc, dans Uncanny X-Men 210, daté de octobre 1986, commence une longue descente aux enfers pour nos mutants Marvel préférés, qui va se solder par leur mort. Cet épisode est le premier épisode de la saga Mutant Massacre, dans laquelle une bande de mercenaires mutants, les Maraudeurs, entreprennent le massacre des Morlocks, des gentils mutants cachés dans les égouts de New York. Les X-Men et les X-Factor verront leurs équipes dramatiquement transformées par les nombreux blessés dans leur rang. De son côté, Havok, poussé par un sombre pressentiment, décide de retourner à New York pour rendre visite à ses anciens amis, les X-Men, et laisse sa fiancée Polaris, une mutante aux cheveux verts et au pouvoir similaire à Magneto, dans leur maison du Nouveau-Mexique, loin de la vie trépidante des super-héros. Malheureusement, celle-ci se fera aussitôt attaquer par Malice, une équipière des Maraudeurs, qui prend instantanément possession de son corps. Polaris, sous influence de Malice, finira par attaquer Havok et les X-Men. Havok, se sentant trahi par son ex-fiancé, finira par lui tirer dessus pour se défendre, malgré un profond sentiment de culpabilité.
En 1988, dans Uncanny X-Men 225, débute la saga The Fall of the Mutants, qui verra donc la mort des X-Men, Wolverine, Havok, Longshot, Colossus, Tornade, Malicia, Dazzler, Psylocke et Madeleine Summers, lors de l'affrontement avec une entité démoniaque à Dallas, Texas. Mais comme dans tout bon comics de super-héros, les X-Men sont ressuscités par un acte magique. Je vous passe les détails, et sont envoyés en exil en Australie pendant que le monde entier les croit morts pour de bon. Durant cet entracte australien, Havok se rapproche de Madeleine Summers, qui n'est autre que l'ex-femme de Cyclope, son frère, donc sa belle-sœur. Malheureusement, encore une fois pour le jeune Alex Summers, cette relation se terminera bien mal, puisqu'elle sera transformée en reine des gobelins pendant la saga Inferno, qui voit les enfers de Mephisto envahir la Terre et semer le chaos. À l'issue de ces épisodes, Madeleine meurt et le monde redevient normal. Bref, la poussière retombe. Et pendant que les filles X-Men, les X-Women donc, se font une virée à Hollywood, dans l'épisode Ladies Night, Havok et Serval se mettent au vert au Mexique. Le prologue de Serval et Havok, Échec nucléaire, ou Havok and Wolverine Meltdown, nous montre donc la catastrophe de Tchernobyl, vue de l'intérieur, et commentée par deux hommes. Le professeur Neutron et l'ex-général Meltdown, qui semblent raconter l'événement comme s'ils en avaient été les instigateurs ou du moins les bénéficiaires. Ce prologue assez long, puisqu'il représente presque un tiers du premier numéro, est assez intriguant et le lien avec nos deux héros ne sera dévoilé qu'au cours du deuxième et troisième tome. On découvre alors les deux compères, Havok et Serval, dans un bar miteux au Mexique, buvant des bières, donnant du coup de poing contre des soudards mexicains, prenant du bon temps façon virile, corsant le tout avec un pari. Aucun des deux ne doit utiliser son pouvoir sous peine de payer les consommations jusqu'à la fin du séjour. Malheureusement, leur road trip bière, cigare, baston prend une tournure plus sérieuse. Les soudards mexicains, qui n'ont pas apprécié la branlée que leur ami Serval, décident de se venger. Les deux X-Men sont obligés de s'enfuir en volant la voiture d'une jeune femme, qu'ils embarquent avec eux. Sur la route, ils sont rattrapés par une grosse voiture noire, qu'ils pensent appartenir aux Mexicains revanchards. Il n'en est rien. Il s'agit de soldats lourdement armés, genre cyborg, qui les mitraillent à coups de gros calibre. Rompant son vœu de ne pas utiliser son pouvoir, et perdant le pari, Havok balance une rafale d'énergie qui fait exploser le véhicule. Les deux hommes s'approchent de la carcasse encore fumante de la voiture de leurs agresseurs. Ils ne remarquent pas la jeune femme qui sort une arme de son sac à main et les abat tous les deux. Logan, Serval, Wolverine se réveille dans une chambre d'hôpital mexicain où on lui annonce deux nouvelles. La première, il est mourant car atteint de la peste bubonique, et la deuxième, son ami Alex Havok est mort, emporté par la même maladie. Mais Logan en a vu d'autres, et utilisant ses sens aiguisés et ses griffes, il découvre une capsule contenant un concentré de la peste sous sa peau qu'il extrait rapidement. Son pouvoir autoguérisseur le remettant vite sur pied, il part au cimetière où son ami a été prétendument enterré. Et comme vous pouvez vous en douter, il découvre que Alex n'est pas enterré là, et qu'il n'est probablement pas mort. Il va donc partir à sa recherche et affronter ceux qui sont derrière cette attaque, à savoir le professeur Neutron et Meltdown. Alors, Serval et Havok, Échec nucléaire, mérite-t-il d'être lu? Mouais. Désolé de ne pas vous donner un oui franc et massif après cette présentation conséquente, mais il faut bien se rendre à l'évidence. Le résultat final n'est tout simplement pas à la hauteur des ambitions des auteurs, ni de l'attente des lecteurs. Alors oui, les dessins, que dis-je, les peintures de John Dimut et Ken Williams sont magnifiques et se complètent habilement. Leur style et leurs approches sont différents, mais la transition entre les pages de l'un et de l'autre reste fluide à la lecture. John Dimut a un style plutôt diaphane, léger, à l'aquarelle, presque féminin. Il a fait de Havok un sosie de James Dean, un cœur meurtri, qui tombe sous le charme d'une femme fatale, Scarlett Mackenzie, une rousse à la peau très claire, comme Madeleine Summers, qui va finir par le trahir et ainsi lui confirmer son statut d'amoureux maudit et d'écorché vif. Quant à Kent Williams, son Wolverine est tout simplement incroyable. Rares sont les dessinateurs qui ont su restituer l'animalité de ce personnage, sa puissance, son charisme, tout en restant fidèle à son look d'origine, à savoir un abo poilu pas très beau, avec une coiffure improbable et des roues flaquettes façon Elvis. Et là je dis bingo, il est tellement juste visuellement. Kent Williams a tout comme John Dimut une maîtrise dans la représentation de la chair, des muscles, du vivant, qu'on a l'impression de découvrir le vrai Wolverine. Il a l'air tellement réel que je me rappelle avoir longtemps rêvé d'une adaptation au cinéma des X-Men après avoir vu ce dessin dans les pages d'un magazine de la fin des années 80, début 90. Je ne me rappelle plus lequel, annonçant les futurs films adaptés de comics qui allaient débarquer sur nos écrans aux côtés du Batman de Tim Burton, du Captain America d'Albert Pune et des Tortues Ninja de Steve Barron. Ça fait rêver. Cette vision du personnage, réaliste à la manière d'un Rembrandt sous acide, débarrassé des couleurs vives et du clinquant des comics de super-héros,
était pour moi ce qui se rapprochait le plus d'une incarnation sur grand écran de Serval. En plus de cela, il s'agit probablement du premier comics de super-héros entièrement peint, 6 ans avant le Marvels de Kurt Busiek et Alex Ross. Toutefois, le côté remarquable du dessin est atténué par un scénario certes simple et efficace, le talent du couple Simonson est évident, mais complètement anecdotique. On est dans le registre du buddy movie façon Arme Fatale, dont le premier film est sorti 1 an avant le premier tome de ce comics. 2 individus très différents sont contraints de passer du temps ensemble, souvent contre leur gré, se disputent, opposent leurs différences, mais finissent par s'entendre, voire même s'apprécier à la fin de l'aventure. Empruntant également des éléments au roman noir, à savoir une femme fatale, une ambiance sombre et violente, l'intrigue nous ramène finalement dans le dernier chapitre vers un affrontement classique des comics, les héros contre le méchant, en ressortant les pouvoirs et les costumes de super-héros qu'on avait presque fini par oublier. Et c'est bien là que réside le problème de Serval et Havok Échec Nucléaire. Les 14 premières pages du premier numéro avaient contextualisé l'intrigue, en faisant de la catastrophe de Tchernobyl un élément déclencheur de celle-ci, voire fondamental. Mais plus l'histoire avance et plus on se rend compte que le récit de cet événement est purement anecdotique, et que les héros n'en ont vraiment rien à battre. Pire encore, la dernière partie du récit, se passant à nouveau dans une centrale nucléaire, aucun des protagonistes ne fait allusion à Tchernobyl. Et les scénaristes non plus d'ailleurs. Donc, ce comics a raté son coup. La tragédie de Tchernobyl n'est toujours pas finie à ce jour. Le 27 novembre 2016, 30 ans après l'explosion du réacteur nucléaire, un sarcophage de métal a été installé sur le site pour servir de dispositif de confinement et à terme de démantèlement de la centrale. Cette arche d'une hauteur de 108 mètres sur une envergure de 257 mètres et pour un poids de 36 000 tonnes a nécessité près de 10 ans de construction. Le démantèlement proprement dit de la centrale prendra certainement plusieurs décennies, même si à ce jour ce processus n'est pas encore commencé. En 1963, Stan Lee crée les X-Men, des super-héros dont les pouvoirs sont issus de mutations génétiques. 2 ans plus tard, dans X-Men numéro 12, dans un épisode co-dessiné par Jack Kirby et Alex Stott, et ancré par Vince Coletta, que du beau monde, il nous dévoile les origines du professeur Xavier, fils d'un scientifique travaillant dans la recherche atomique, et sous-entend ainsi que son pouvoir de mutant serait dû à l'exposition prolongée de son père aux radiations nucléaires. Cet héritage génétique radioactif n'est pas isolé. Le Fauve, dans X-Men numéro 49 d'octobre 1968 par Arnold Drake et Werner Ross, dont le père est un technicien qui se retrouve irradié en empêchant un accident dans une centrale nucléaire. Il en sort indemne, malgré une forte irradiation. À la page suivante, le lien est fait entre cette absorption massive de radiation par le père et la mutation génétique de son fils, le futur Fauve des X-Men. Il y a aussi Feu du Soleil, Sunfire, l'impétueux japonais et le fils d'une rescapée de la bombe d'Hiroshima. Là encore, ses pouvoirs sont expliqués par une exposition aux radiations nucléaires des parents du héros, provoquant ainsi une altération du code génétique et des mutations. Ce rapprochement est devenu tellement évident que les X-Men ont parfois été surnommés les enfants de l'atome, Children of the Atom. Seulement voilà, en juxtaposant l'image apocalyptique de la catastrophe de Tchernobyl à celle des X-Men, on attendait une réflexion profonde sur les risques du nucléaire, qui apparaît non plus comme la cause des mutations génétiques fictionnelles de nos mutants préférés, mais plutôt comme une épée de Damoclès sur la tête de toute l'humanité. Malheureusement, malgré une réalisation graphique impeccable, Serval et Havok Échec Nucléaire ne sera pas un chapitre marquant dans l'histoire des X-Men. Tout au plus un comics sympathique et plein de rebondissements, ce qui n'est déjà pas si mal. Si vous avez aimé cet épisode, donnez-moi un petit coup de pouce. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et pourquoi pas, abonnez-vous. C'est gratuit. À bientôt.